Nous continuons donc de parler de ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui fait état de ce que la lutte contre le paludisme se retrouve au point mort dans le monde. Beausoleil, le directeur de l'OMS, Ghebreyesus, dit que le fait qu'un enfant de moins de 5 ans meure toutes les 2 minutes de cette maladie évitable et guérissable est inacceptable. Alors, on a 2 facteurs, évitable et guérissable. Qu'est-ce qui se passe? C'est les structures sanitaires qui ne sont pas équipées, c'est les populations qui n'ont pas la réaction d'aller vers ces structures sanitaires ou quoi? Oui, au fait, il faut vraiment chercher les vrais problèmes quand de tels sujets se posent. C'est pourquoi moi, je suis parti de la base. Parce qu'il y a des responsabilités à chaque niveau. En commençant par les intéressés eux-mêmes. Je n'ai pas dit que la responsabilité est seulement de ce côté. Mais en commençant par eux-mêmes. Si des gens détournent de l'argent, les gens n'arrivent pas à s'occuper de la santé de ces populations. Et c'est la raison pour laquelle eux-mêmes ne peuvent pas se prendre en charge, ne serait-ce que pour observer les règles d'hygiène et de salubrité pouvant permettre d'éviter, comme lui-même a dit, je parle de la prévention d'abord. On ne peut pas aller enseigner à nos mamans dans les fermes qu'il faut fermer les fenêtres après 18 heures pour éviter que les moustiques rentrent dans leur chambre. C'est des règles élémentaires qu'on nous a enseignées depuis l'enfance. Et à chaque maison, pratiquement dans les fermes comme dans les villes, vous allez voir les parents et chaque fois disent à leurs enfants évitez de laisser les fenêtres ouvertes après. Ça, c'est ce que je dis, que cette responsabilité d'abord est au niveau de la base. Et aucune politique ne peut réussir si la population ne participe pas à la sensibilisation ou à la pratique des règles qui permettent d'éviter le mal qu'on veut éradiquer. Donc, c'est pour cela que je dis qu'au moins, pour prévenir et observer ces règles-là, ça ne coûte rien. Bon. Maintenant, à un autre niveau, au niveau des gouvernants, on le dit, les détournements des fonds destinés à la lutte contre le paludisme sont à éradiquer aussi. Et il faut les combattre. Et pour les combattre, il ne s'agit pas seulement de tenir des discours de rhétorique et pour dire qu'il y a ça. Encore faut-il qu'il faut les accompagner, ces discours de preuve. Ce n'est pas parce que quelqu'un a construit sa maison que forcément il a détourné l'argent d'un projet. Il faut quand même arriver à prouver vraiment qu'il a, c'est l'argent de ce projet-là qu'il a détourné et aller jusqu'au bout pour poursuivre. C'est quand même assez curieux quand, par exemple, la personne a un chantier en jachère et c'est quand le fond du projet tombe que le chantier... Mais maintenant, il faut quand même aller jusqu'au bout pour démanteler ces réseaux de détournement. Ça est partout, dans toutes les corporations. Les gens détournent les fonds destinés et à développer peut-être un domaine donné, et surtout pour la santé, parce que la santé est très très chère à toutes les populations. Donc, il ne faut pas badiner sur ce point. Donc nous sommes pour la lutte contre la corruption et surtout pour sévir dans ce domaine. Mais je remarque, vous m'excusez, que chez nous en Afrique, surtout, on ne fait que parler. On n'agit pas pour éradiquer cette détournement à ce niveau. Maintenant, je dépasse pour aller au niveau de la volonté politique. Mais on dit, dans chaque politique d'un gouvernement, il y a le domaine de la santé. Comment est-ce que ce domaine est géré? Et il faut quand même arriver à contrôler ce domaine pour pouvoir avoir une politique efficace de lutte pour la prévention de cette maladie et mettre aussi des structures pour pouvoir guérir la maladie et éviter pour qu'il puisse s'aggraver et causer le décès de ces populations. Maintenant, au niveau onusien, on le dit toujours, qu'est-ce que l'ONU fait? L'OMS fait concrètement pour, comme il vient de le dire, je crois que dans son discours, ce qu'il vient d'annoncer, il s'interpelle lui-même. Il interpelle aussi l'organisation onusienne. Donc, la lutte contre le paludisme, c'est à chaque niveau.
et il faut le concours des efforts à chaque niveau pour pouvoir arriver à bout de cette maladie. Alors, Rodrigue, on voit quand même qu'il y a comme une sorte de complicité à tous les niveaux, parce que quand vous avez évoqué le cadre de l'industrie pharmaceutique où on sort des produits comme on veut, tel bon. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est les moustiques qui deviennent plus costauds que les chercheurs, ou c'est le manque de volonté même des chercheurs? Non, pour moi, les responsabilités sont à tous les niveaux, mais au niveau des chercheurs, je peux chercher à les dédouaner parce que le chercheur, il veut toujours être efficace. Il continue tous les jours, il poursuit ses recherches. Mais quand le chercheur finit et va à sa découverte, il faut maintenant qu'on s'approprie cette découverte pour développer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord si c'est une thématique qui va permettre de se mettre plein la poche. Pas le chercheur, les gens qui doivent prendre, comment dirais-je, en charge l'utilisation efficiente de la découverte. Tout passe par là. Il y a une question qui est passée par rapport aux chercheurs en Afrique. Mais les recherches coûtent cher. Qui finance ces chercheurs? Vous savez que il y a environ une dizaine d'années, quand on parlait des pharmacopées africaines, mais tous les chercheurs au niveau de l'Occident ont jeté l'opprobre sur ces Africains. C'est à un moment donné que l'OMS a reconnu que ceux-là, il y a l'efficacité dans leur recherche. Mais est-ce que nos États ont réussi quelque part, ne serait-ce que l'Union africaine a dégagé un fonds pour accompagner ces chercheurs-là afin qu'ils aillent au tréfonds de leur réflexion pour trouver leur recherche, pour trouver des solutions efficaces aux fléaux et maux qui minent le continent? Est-ce qu'ils le font? Je dis non. Je dis non. Allons au niveau des populations. Je vous assure, pour avoir l'habitude d'aller dans les fermes les hameaux les plus reculés, d'ailleurs, je reviens encore de l'intérieur, on en parlait là de l'intérieur du pays, les méthodes que nos ancêtres nous apprenaient hier ne fonctionnent plus tellement aujourd'hui. Oui, les moustiques sont devenus coriaces. Il y a un artiste togolais qui a dit qu'aujourd'hui, quand vous allumez les spirales, les moustiques viennent l'éteindre. Ce n'est pas le mec n'a pas menti. Je vous assure que essayez juste pour les jeunes, nous qui avons été, je le suis encore, mais à un moment donné, j'étais plus jeune que ça, qui avions l'habitude d'accrocher nos pantalons contre les clous dans nos chambres. Mais faites passer le truc, l'insecticide, et après remuez ces pantalons pour voir ce que vous avez. Ils sont intelligents. Ils vont se cacher. Et après l'effet du produit que vous avez aspergé dans la chambre, ils reviennent et de façon plus grave, on dirait une vengeance. Ils sont énervés. Ce n'est pas de la pagaille. Il faut juste observer. Donc il ne suffit plus aujourd'hui d'aller vers les populations pour leur dire fermez vos fenêtres. Quelles fenêtres et portes encore? Il faut aller voir. Je dis, il faut poser le vrai problème. Allez à la pédiatrie, au CHU de Sylvanus Olympio là-bas. Je vous assure que les tonnes de moustiques, les bonnes femmes, les gens allument leur spirale par-ci, par-là. Mais allez voir, j'ai eu la chance d'envoyer des enfants là-bas et de faire le suivi. Non, j'ai compris. Les gens ne meurent pas forcément après la première contamination non. La rechute, c'est automatique. Tous les enfants, vous allez voir, c'est la WC, et puis c'est fini, l'enfant part comme ça. Je vous assure, vous passez 1 heure à la pédiatrie, vous avez au moins 5 à 10 enfants qu'on enlève. Et ça continue comme ça. Dites-moi ce que les populations peuvent faire. Il y a des gens qui viennent avec leur propre moustiquaire. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai suivi dans l'intervention d'un médecin. Les produits qu'on utilise pour comment vous appelez imprégner les moustiques. Il faut voir la qualité de ces produits-là. Est-ce que ce sont des produits? Moi, je me souviens que lorsque l'avènement de ces moustiquaires imprégnés est arrivé, mais les moustiques n'osent même pas s'approcher de ces moustiquaires. Mais aujourd'hui, je vous assure, couchez-vous et somnolez tout petit peu pour coller votre peau contre ces moustiquaires pour voir si depuis votre
côté, c'est... Non, il faut faire l'expérience à tous les niveaux, vous allez comprendre. Je dis, ayons le courage de poser le vrai problème. Et comprenons que les populations, les bonnes femmes, quand elles finissent dans les hameaux les plus reculés, vont au marché les samedis, elles finissent, elle va prendre 100 francs pour aller acheter un produit dont elle ignore même le titre, vu qu'on dessine moustique sur le produit. D'accord. Non, c'est suicidaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à étudier, hein, parce que Rodrigue l'avait évoqué tantôt, je rappelle, ça avait commencé avec les Nivoakines, on est passé au Quartem, l'Artémétel, le Lufanter, tout cela. Pourquoi pas une approche africaine de la lutte contre le paludisme? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a une médecine chinoise qui est très développée. Est-ce qu'on a une médecine africaine pour les cas qui sont récurrents sur le continent? C'est ça qu'il faut déplorer. C'est que je veux dire ici qu'on a comme l'impression que l'Afrique ne dresse pas les priorités de la politique qu'il y a. Parce que, par exemple, vous avez dit tout à l'heure qu'en France, on a éradiqué le paludisme depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle. Ce n'est plus une priorité. Alors, lorsque, par exemple, les pays-là veulent nous aider et nous demandent nos priorités, et que vous ne mettez pas l'accent sur ces cas-là, et ils vous laissent, ils font ce que vous voulez. Et alors, la question se pose, est-ce que l'Afrique, consciente du problème du paludisme, met ça comme priorité des priorités pour se faire aider à la recherche? Pourquoi pas d'un vaccin? Parce que le problème là, ça fait des années. On parle de paludisme, on parle des siècles. Alors, donc, il faudrait que les pays africains, les dirigeants africains, mettent sur pied ce qui est leur priorité, des priorités sur le plan de la santé. Lorsque, par exemple, il s'était agi de l'Ebola, on a fait la riposte à l'Ebola. C'était un branle-bas de combat. Oui, on a confié au président Togolais, qui a fait la riposte, et on a vu ce que ça a donné. C'est de bons résultats qui sont sortis. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la priorité sur le paludisme pour aller à la recherche du vaccin? Parce que depuis là, on n'a jamais parlé de recherche de vaccin. C'est-à-dire, on parle de comment faire pour éradiquer le paludisme. Il y a des médicaments, comme Rodrigue est en train de le dire, qui paraissent de jour en jour. Et les moustiques développent des résistances, comme on est en train de le dire, contre ces produits-là. Que ce soit les produits que nous mettons, ou alors que les produits que nous utilisons contre ces moustiques-là, elles développent donc des résistances. Donc, la priorité aurait été de trouver un vaccin pour une fois contre le paludisme, et les moustiques feront leur balai et nous, on n'en souffrira plus. La dernière fois, j'étais sur ce plateau, nous avions parlé d'un pays, le Burkina Faso, qui voulait utiliser donc des moustiques tests pour combattre les anophèles. Voilà, des moustiques anti-moustiques là, etc. Mais le projet a été combattu par certains qui disent que non, ça va développer ceci, certains disent non, etc. Où cela est resté. Donc il faut que nous dégageons les priorités. La priorité santé est la priorité des priorités, comme on est en train de le dire. Les gens meurent en nombre, je ne sais pas, pléthorique. Et il faudrait vraiment que l'Afrique dégage les priorités pour que, si on veut se faire aider, les gens qui nous aident voient ce dont nous avons réellement besoin et orientent leurs efforts vers ça, plutôt que de divaguer sur le terrain et de laisser ce problème de palu continuer par nous décimer, continuer par décimer le continent africain, sans que on dresse les priorités, sans qu'on fasse l'effort pour que ces priorités-là soient vraiment identifiées. Nous ne serons qu'au stade, au point de départ de la lutte contre le paludisme. Il faut tout faire pour qu'on arrive à trouver un vaccin contre le paludisme. Et je crois que ce serait un combat de gagner. En tout cas, ce que je voudrais ajouter, sur ce plan aussi, c'est notre manque de prise de conscience par rapport à notre souveraineté sur le continent qui pose le problème. Qu'est-ce que ces bailleurs de fonds font? Nous avons une ligne budgétaire pour l'homosexualité. Venez prendre vous qui en voulez. Et donc rapidement, on mobilise tous les ministres, trouver quelque chose pour... Parce que on court derrière des milliards qui ne nous servent pas à régler nos problèmes, mais qui servent à promouvoir la politique du bailleur. On a une ligne pour
le préservatif, venez prendre. Et puis rapidement, on dit à trouver quelque chose, et puis on va prendre. Est-ce que réellement, nous en avons besoin tout de suite? Donc il y a aussi ça. Nous avons les moyens sur le continent. Quand les gens, on va comprendre qu'il est inutile d'être obsédé par le pouvoir, acheter les armes pour une guerre. Moi, on va aller faire la guerre avec qui? Notre problème, parce qu'on investit trop en armement, pas pour une guerre contre les autres, contre l'agresseur externe, mais contre les populations, parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir. Les milliards qu'on investit dans les armes, non, s'il vous plaît, on peut créer l'institut de recherche, prendre les meilleurs chercheurs du continent, et puis je vous assure que sur 5 ou 10 ans, l'Afrique va pouvoir montrer aux Européens que nous en avons la capacité de créer des produits efficaces contre ces maladies-là qui nous rongent. Samuel, oui, on a perdu un aspect de la chose. Vous avez posé une question sur le traitement au niveau africain. Oui. Est-ce qu'on a perdu un peu ce fil-là? Mais je voudrais revenir sur ça aussi pour dire que le paludisme se traite. On peut traiter le paludisme lorsqu'on est atteint par la maladie. On peut la traiter. Et ça se fait. Je crois que nous tous ici présents, nous avons été au moins une fois dans notre vie atteints. Plusieurs fois même. Et on l'a traité. Donc c'est le traitement réussi. Encore faut-il que maintenant, il faut avoir, en attendant qu'on trouve une solution radicale, qui est le vaccin. Il faut mettre l'accent sur le traitement et faire des traitements efficaces pour pouvoir, lorsque on arrive à être, c'est-à-dire atteint de cette maladie, qu'on puisse la traiter et qu'on évite des morts. Et au niveau africain, je crois que par le passé, nous utilisons des tisanes, des herbes qui arrivent à guérir ces maladies. Moi, ma grand-mère maternelle, lorsqu'on est atteint de paludisme, on se réfère à elle. Et il y a des herbes qui nous montrent une combinaison de 3, 4, 5 herbes comme ça. Tu fais le truc là et c'est fini. Mais maintenant aussi, on dirait que ces herbes-là ne fonctionnent plus. Parce que partout dans nos fermes... Ça fonctionne, mais on a détourné notre attention de cela, on ne regarde plus trop ça. Voilà, non seulement ça, partout dans nos fermes, nous utilisons maintenant des herbicides qui détruisent même comment est-ce que vous l'appelez, même la vertu même de ces plantes-là. Et il y a des problèmes à chaque niveau. Donc, maintenant, il faut mettre l'accent sur aussi le traitement. Mais ce qui peut sauver la planète de cette maladie, c'est le vaccin. On ne peut rien. Et il faut aller à la découverte de ce vaccin-là. Mais en attendant, il faut traiter les populations de manière efficace. Efficace, d'accord. Peut-être, il y a contre-communication par rapport à l'utilisation de ces armes. On vous dira aujourd'hui l'insuffisance rénale, le dosage. Parce qu'un voyou a fabriqué un produit qu'il a besoin de couler. Non, je vous assure, parce que moi je pèse bien mes mots, je ne sais pas faire la langue de bois. C'est tout ça notre mal. C'est tout le mal. Vous allez chez votre vierge, surtout avec l'avènement du WhatsApp, à telle herbe, quelqu'un poste et commence par raconter des énormités. Quelqu'un a pris ça hier, 3, 4, 20 sont morts. Vous ne trouvez jamais les corps. Et puis, tu prends ça au marché, tu vas mourir. On a comme ça laissé les pratiques ancestrales qui nous sauvaient de ces maladies. Retour à la source, comme dirait l'autre. On va dire quelques mots sur le Nigeria. Muhammadu Buhari lance officiellement sa campagne. Il a donc lancé sa campagne pour la présidentielle dans ce pays de 180 millions d'habitants. Les électeurs sont appelés aux urnes le 16 février prochain. Il y a au total 78 candidats en lice, mais ça va se jouer véritablement entre Muhammadu Buhari, qui est le sortant, et Atiku Abubakar. Muhammadu Buhari, Beau Soleil, promet de faire campagne sur intensifier davantage la lutte contre la corruption. C'est la même chose qu'il avait promis dans son premier mandat. Est-ce que déjà il a réussi pour pouvoir intensifier? On va parler rapidement. Oui, il a promis. Est-ce qu'il l'a fait? Je constate que même le président de l'organisme de lutte contre la corruption et l'a dit tout récemment qu'ils ont récupéré 2,3 milliards de dollars des villas, tout ça là. Est-ce que c'est là, quelle proportion cette récupération là a par rapport
à l'argent et détourné. Et surtout qu'on accuse que c'est une lutte dirigée contre les opposants. Les politiciens, surtout, et que ces choses-là se passent hors cadre judiciaire. Donc, maintenant, il a fait 4 ans, il doit défendre son bilan. Et c'est à la population nigériane de voir s'il a pu atteindre cet objectif. Et il dit quelque part qu'il veut améliorer ce qu'il a déjà commencé. Et bon, lui-même, il sait déjà qu'il n'a pas atteint cet objectif. Donc, il demande encore un autre mandat pour pouvoir améliorer. Et il faut comprendre aussi qu'il y a le volet sécuritaire aussi de ce côté. Il faut qu'on ne peut pas lutter contre la corruption. Et au même moment, le pays est gangréné par l'insécurité. Et il a promis aussi, il a pris l'insécurité comme la priorité des priorités pour son mandat. Et est-ce qu'il est arrivé à atteindre cet objectif-là aussi? On voit chaque fois des attaques de Boko Haram, des enlèvements, tout ça là. Tout porte à croire qu'il a fait aussi un effort au niveau de la sécurité parce qu'entre-temps, Boko Haram a eu un coup très sérieux qui a diminué ses actions. Mais on voit qu'il refait encore surface et il doit savoir tout type de gouvernement qui va arriver au Nigeria maintenant doit prendre au sérieux l'aspect de sécurité. Et son challenger, Atiku Abubakar, il a aussi ses mots à dire. Et lui, il met l'accent sur l'emploi, l'économie, comme il est un richissime homme d'affaires. D'accord. On va faire tourner rapidement. Voilà. Rodrigue, ça s'annonce très serré. Mamadou Bouhari dit nous sommes déterminés à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat. C'est le même discours que tiennent tous les sortants. Mais vous savez, même s'ils ne foutent rien, ils sont prêts à défendre un bilan. Mais le cas du Nigeria, il ne faut pas qu'on se trompe, on ne peut pas combattre la corruption en 4 ans. La corruption au Nigeria ne date pas de 20 ans, 40 ans ou 50 ans. On dirait que la corruption, c'est 78 candidats. La corruption, c'est un emploi au Nigeria. Ils sont multimilliardaires. Ils ont fait fortune dans le pétrole, dans les pierres précieuses, le diamant, et ainsi de suite. Le problème aujourd'hui, quand on évoque cette thématique, insécurité, corruption, patati patata, oui, la population intellectuelle qui comprend ce message ne fait pas, généralement dans nos États, le quart de l'électorat. La vieille, le vieux, le petit bonhomme, le cordonnier et tout, c'est à cause de lui que Boko Haram n'a plus frappé. Il faut qu'il revienne. Toute la famille va s'aligner. Nous avons un véritable problème en Afrique qui ne permet pas réellement de faire un choix judicieux. C'est un peu aussi ça. On joue sur le niveau d'illettrisme des populations. C'est pour ça que les gens rechignent à investir dans l'éducation. Ils ne veulent pas que les gens soient intelligents. Dans les pays dans lesquels l'éducation a une forte proportion, vous allez voir la différence. Oui, les gens viennent parler ouïa, mais dans les urnes, ils savent faire leur choix. Même si ce n'est pas totalement clair, ils savent faire leur choix. Basile, au Nigeria, moi, ça ne me donnerait pas que Bouhari revienne. Parce que ne serait-ce que, il faut quand même le dire, contre Boko Haram, il a essayé de faire quelque chose. D'accord, on va écouter aussi Basile. Basile, Mamadou Bouhari, dans son discours quand même de lancement de sa campagne, a dit nous n'avons pas d'autres pays, ne l'enflammons pas à cause de la politique. Au Nigeria aussi, on craint des violences électorales. Ouais, c'est une habitude au Nigeria. Lorsqu'il y a élection, tout le monde s'attend à un achalandage de violence dans le pays. Ça a toujours été le cas. Et je crois que ce qu'il est en train de dire, l'appel qu'il est en train de lancer est très important. Et tout le Nigeria, ou bien toute la population nigériane comprend qu'il est important de sauvegarder donc ne serait-ce que la sécurité dans le pays. Parce que lorsque il y a violence, on donne naissance, n'est-ce pas, à d'autres groupes de violence, comme par exemple le Boko Haram. Boko Haram se trouvera encore beaucoup plus regaillaté. Donc je crois que les élections au Nigeria promettent, comme vous êtes en train de le dire, beaucoup d'enjeux.
C'est vrai qu'ils sont plus de 70. Ils sont 18 candidats. 18 candidats au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que les deux challengers, c'est Atikou et Mamadou Bouhari. Et Atikou, tout le monde sait ce qu'il est. Et lui, il lance un discours au niveau de la jeunesse, qu'il va trouver de l'emploi, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. Dans le même moment, Bouhari a appelé les jeunes qui sont des paresseux. Et donc, déjà, il perdra l'électorat jeune. Des jeunes. Mais je crois que les groupes d'influence dans le pays auront également leur mot à dire, justement. D'accord. Je crois que c'est ça qui va un peu plus avantager Mamadou Bouhari, parce que la lutte contre Boko Haram et puis la corruption, l'empire musulman, tout ça, là, je crois que ça peut porter ses fruits. D'accord. On va marquer la pause et puis on va revenir après le journal parler du Togo.